Bonjour et bienvenue dans Dakodak. En 5 épisodes, je propose de vous emmener à la découverte de l'intelligence artificielle. Prompt, ChatGPT, Midjourney, BI algorithmique. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire? Pas de panique, on vous explique. L'IA vient avec des dangers et pas des petits dangers. Vous venez d'entendre l'une des expertes qui intervient dans nos capsules vidéo. Vous aurez également l'occasion de rencontrer des seniors qui, comme vos parents, vos grands-parents, ou peut-être comme vous, découvrent peu à peu l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Quand on parle d'intelligence artificielle, on peut penser à tous les progrès possibles grâce à cette nouvelle technologie et qu'on aura l'occasion d'aborder ensemble dans un prochain épisode. Mais qu'en est-il des dangers ? Êtes-vous effrayé par les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle ? Y a-t-il des raisons d'avoir peur ? C'est notamment poussé par la crainte de se faire dépasser par la technologie ou la peur de se faire piéger par l'intelligence artificielle que des participants se sont inscrits aux ateliers ChatGPT de l'Atelier du Web, dont nous avions déjà poussé la porte ensemble lors du premier épisode. Je trouve que ce n'est pas juste ce qu'elle donne comme info. Moi, je vois ce qui est vrai et faux, mais pour ma fille, elle a 29 ans, moi ça me fait peur. La crainte principale, ne plus être capable de démêler le vrai du faux. Il faut vérifier ses sources, parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi, du vrai comme du faux. Cette crainte, on l'a explorée lors de notre passage au FARI, l'Institut bruxellois de recherche en intelligence artificielle. Parmi les nombreuses expériences présentes dans ce bel endroit, un quiz de détection de fausses images générées par l'intelligence artificielle. Pierre et Myriam se sont prêtés au jeu. Le but ici, c'est de pouvoir deviner lequel est vrai et lequel est créé par l'IA. Et il faut appuyer sur le vrai contenu. Bon, allons-y. Hein. Moi, ce qui me guide un petit peu, peut-être à tort, c'est que je vois le regard de cet homme-là. Oui. Alors que je ne vois pas le regard de cet homme-là, ce qui me perturbe. Donc je me dis qu'il est plus facile de faire du fake avec celui-là qu'avec celui-là. Mais basé sur... donc je pense que le vrai c'est celui-là. Je vais mettre, mais je ne suis pas sûre. Mais ça m'agace quoi. Non, je vais le mettre en difficulté. Allez, vas-y. Là j'aurais dit le contraire parce que je trouve qu'elle a l'air d'une statue, c'est trop... Je trouve qu'elle est trop construite. Ça perd l'hypopète. Tu te méfies de tout, hein, ouais, on se méfie de tout. Hein. Voilà, moi j'aurais tendance à dire que ça c'est le vrai et que ça c'est du construit un peu, parce que le côté Trop spectaculaire de la chose. Bon. Yeah. Voilà. Une fois sur trois. Pierre reconnaît que la véracité des images est l'un des enjeux auxquels il est confronté avec l'apparition de l'intelligence artificielle, notamment pour apprendre à ses petits-enfants à décoder ce qu'ils voient dans les médias. Et ça, j'apprends aux enfants de croiser des informations, de lire plusieurs journaux, de plusieurs sources avant d'affirmer quelque chose. Mais j'admets que pour ce qui est de décoder une image et voir si elle est faite par l'intelligence artificielle ou pas, c'est difficile. Pour Brigitte aussi, déceler le vrai du faux est devenu particulièrement difficile à l'heure de l'intelligence artificielle, notamment sur les réseaux sociaux. Parfois, on a des amis qui mettent certaines choses sur Facebook, et puis après, d'autres gens disent « Ah, c'est un fake ». Donc, c'est pas facile. Je crois qu'il faut de plus en plus confronter diverses sources. Angora insiste, elle, sur la nécessité d'être capable de décoder une image en toute autonomie. Je ne pense pas qu'on va m'apporter les outils pour décoder, donc si ça m'interpelle, si ça me questionne, il faut qu'en effet je puisse trouver une façon de décoder. Et dans ton cercle amical proche, c'est quelque chose dont vous parlez quand vous vous voyez, quand vous mangez un bout ensemble, ou ça n'a pas encore... C'est pas encore dans vos habitudes du quotidien? Non, pas trop. Ça qui ressort souvent quand même, c'est dangereux, ça fait peur. Ça, c'est l'impression... Alors oui, c'est vrai, mais je trouve qu'il faut quand même l'appréhender, enfin un minimum pour justement le comprendre et le décoder au mieux. C'est mauvais, ça fait peur. C'est un peu juste. Pour Annie, une autre des participantes aux ateliers autour de ChatGPT organisés par l'Atelier du Web, la crainte de se faire arnaquer à cause de l'intelligence artificielle est bien là. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est vrai que moi, ça me fait peur. C'est pour ça aussi que je voulais un petit peu découvrir
Bon, j'ai découvert pour moi un petit peu comment l'utiliser, mais je me rends compte qu'il y a certainement beaucoup de dérives et qu'on peut se faire avoir comme dans un bois, quoi. Parmi les dangers liés à l'intelligence artificielle, il y a aussi les biais algorithmiques, c'est-à-dire le fait que les machines ont été entraînées avec des données spécifiques et que tout ce qui sort de cette norme est considéré comme problématique par l'intelligence artificielle. Léa Rogliano, responsable de l'engagement citoyen chez Fari, nous explique tout ça et met en lumière les dangers démocratiques que cela peut poser. On a vu avec les scandales, par exemple, qu'il y a eu en France et aux Pays-Bas, ça a été un système algorithmique, une IA, qui a été déployée pour traquer en fait, et détecter les fraudes aux allocations familiales. Et donc, qu'est-ce que ça a produit? Parce que cette IA, ce système technique était biaisé, ça a fait que des dizaines de milliers de personnes ont été accusées à tort et aussi inculpées ou avec de la suspicion. Des catégories ont été ciblées et ces catégories ont été les femmes seules, par exemple, les personnes handicapées et les personnes avec des noms avec des consonances étrangères. Donc ici, on voit bien que, et d'ailleurs ça a été un scandale, hein, je précise que le Premier ministre a démissionné aux Pays-Bas, etc. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien l'importance capitale de réfléchir les systèmes techniques pour qu'ils soient au profit de nos modèles démocratiques et au profit des usagers. Puisque dans ce cas-ci, l'algorithme a détourné l'administration, le but de l'allocation familiale qui est d'aider les plus faibles, a détourné de sa mission initiale, en stigmatisant les plus faibles. Donc ici, on est vraiment dans des choses capitales, en fait. Ouais. Au-delà des biais algorithmiques et des arnaques, il y a aussi l'envie légitime de ne pas se laisser déposséder de ses choix au profit de l'intelligence artificielle. Se fier vraiment à une intelligence artificielle pour faire un choix, ça, je trouve que c'est mettre sa vie entre les mains d'algorithmes et que c'est un peu le danger qui nous guette tous. Puisque Brigitte l'évoque et que c'est un terme dont vous entendez sûrement parler régulièrement dans les médias, arrêtons-nous quelques secondes sur la définition d'un algorithme. Quand vous cuisinez, vous suivez les étapes d'une recette pour arriver à un résultat. Un gâteau au chocolat, une lasagne ou une mayonnaise. Vous appliquez un algorithme. Dans le monde numérique, les algorithmes sont une suite de calculs combinant des tas d'informations pour arriver à un résultat. Des algorithmes, vous en utilisez tous les jours, peut-être sans vous en rendre compte. Si vous utilisez Waze pour vous guider sur la route la plus rapide, c'est un algorithme qui va la calculer, sur base des infotrafics en temps réel, de la vitesse moyenne sur ce trajet. Idem si vous regardez des films ou séries sur Netflix. La plateforme va vous en recommander d'autres, sur base de vos préférences, des goûts des utilisateurs qui vous ressemblent. Bref, les algorithmes sont présents partout, et bien sûr dans les outils d'intelligence artificielle. On l'a donc bien vu. Nos seniors sont au fait des dangers liés à l'intelligence artificielle. Mais au-delà de leur génération, c'est aussi pour celle de leurs petits-enfants qu'ils se préoccupent. Alors, je pense que pour mon petit-fils et pour la génération qui est énormément sur les écrans, les réseaux sociaux et tout, je pense que c'est un réel problème, une réelle difficulté de savoir décoder. Même son de cloche chez Myriam concernant ses deux petits-enfants. J'ai peur qu'ils perdent, 1, le goût de l'effort, 2, le sens de la critique. Ce sont mes deux plus grandes préoccupations par rapport à mes petits-enfants. Effectivement, parce que je pense que ce sont deux jambes sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer dans tous les moments difficiles de la vie. On a toujours des choix difficiles à faire dans tous les domaines de la vie. Et si on n'a pas le courage et le sens critique, c'est compliqué. La famille contribue à te passer ces valeurs-là, et que l'autre pilier qui contribue à passer ces valeurs-là, c'est l'éducation. Voilà. Et je ne suis pas sûre, ni pour une valeur ni pour l'autre, que ça va continuer à être le cas, tu vois. Et donc je pense qu'ils vont se retrouver en difficulté, peut-être sans le savoir, hein, peut-être sans le savoir, mais c'est d'autant plus grave. J'ai parfois l'impression que ça atteint déjà le groupe des parents, la tranche d'âge des parents, qui ont l'air d'être tout à fait à l'aise, tous. Autant que je connaisse sur les réseaux sociaux, les machins, les ceci, les ça, je ne pense pas qu'ils sachent exactement tout ce qu'ils font. On l'a vu, les raisons de s'inquiéter sont nombreuses et il est nécessaire d'éduquer les jeunes et moins jeunes générations aux usages et fonctionnements de l'intelligence artificielle. Mais comment l'école a-t-elle réagi face à l'arrivée de ChatGPT ?
Est-il encore pertinent de donner des devoirs à des élèves qui peuvent demander à un logiciel de les faire à leur place en quelques minutes? Voilà quelques-unes des questions au cœur du 3e épisode de Dacodac, au titre volontairement provocateur. L'IA va-t-elle tuer l'école ?